Entre le conflit en Ukraine, la guerre asymétrique que lui livre la Russie et le revirement stratégique des États-Unis, l'Europe et la France avec elle se retrouvent dans une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors est-il pertinent de mobiliser les esprits et les populations et comment faut-il s'y prendre ? Comment relever les défis du réarmement ? L'Europe est-elle sur la bonne voie malgré une solitude croissante ? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Michel Yakovlev, bonsoir. Vous êtes général de corps d'armée de l'armée de terre, 2e section. Vous avez fait Saint-Cyr, vous avez commandé une unité de la Légion étrangère, vous avez servi sur les théâtres des Balkans durant la première guerre du Golfe, avant d'occuper des fonctions d'état-major, notamment à l'OTAN. Vous avez été vice-chef d'état-major du SHAPE, le quartier général des opérations alliées. Vous êtes l'auteur d'un livre devenu une lecture obligée des élèves officiers, Tactique théorique, et vous avez participé à la rédaction du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, publié en 2008. Bénédicte Chéron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure à l'Institut catholique de Paris, spécialiste des relations entre l'armée et la société et de l'utilisation que font les autorités politiques de la question militaire. Vous êtes notamment l'auteur du Soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux, paru chez Armand Collin en 2018, et votre prochain ouvrage, à paraître en janvier 2026 aux éditions du Rocher, tombe à point nommé, puisqu'il s'intitule « Mobiliser, rétablir le service militaire, le grand malentendu ». Julien Malizard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes titulaire de la chaire d'économie de défense à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, et vous enseignez parallèlement l'économie de la défense dans plusieurs universités, notamment Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Vos recherches portent notamment sur les effets macroéconomiques des dépenses de défense et sur l'impact des contraintes budgétaires sur les budgets de défense. Nicolas Barotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant défense du Figaro et président de l'Association des journalistes de défense, ancien correspondant à Berlin et avant cela journaliste politique, chargé notamment de suivre l'Élysée. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment François et Angela, paru en 2015 chez Grasset. Alors je voudrais qu'on commence par écouter le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, le 18 novembre, qui a fait une déclaration qui a fait beaucoup parler. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Général Yakovlev, cette déclaration, on sent le général Mandon hésiter juste avant de lâcher les quelques mots qui vont faire couler beaucoup d'encre, c'est-à-dire la France est-elle prête à sacrifier ses enfants ? C'est la voie de la vérité ou c'est maladroit pour vous ? Non, c'est la voie de la vérité. Alors, je voudrais dire, il ne s'agit pas de sacrifier ses enfants. On ne va pas jeter tous les enfants dans la gueule de Baal pour qu'il les brûle. C'est juste simplement, Winston Churchill a dit la même chose. Il a dit, je vous promets de la sueur, du sang et des larmes. Donc, son discours est plutôt sang et larmes. Si on n'est pas prêt, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine de faire la guerre si on n'est pas prêt à avoir des pertes. Oui. À ce moment-là, c'est d'une immoralité totale et on arrête. Voilà. Donc je souscris entièrement à ce qu'il a dit. Ce que je regrette, c'est que ce buzz médiatique, là, tout le monde s'est précipité sur les mots. Après, était-il pertinent? Était-il approprié? Était-ce le moment? Les enfants, alors tout de suite, ça touche à... J'ai des enfants, moi aussi, donc voilà. On oublie tout le reste du discours.
où il y avait beaucoup de choses très concrètes à l'égard, en particulier des maires, puisque on oublie aussi... S'adresser à l'Association des maires de France. Je crois que c'est la première fois qu'un chef d'état-major des armées ait été invité. Je suis très sensible au geste. Je trouve que ça tombe très bien. Les maires sont, tout le monde le sait, nos élus les plus populaires. Et par définition, les plus proches du terrain. Donc il y avait beaucoup de choses et on a focalisé sur cette phrase. Et je maintiens que je suis d'accord avec lui. Si la France n'est pas prête à encaisser des pertes, alors est-ce que le mot enfant, oui, ce que je veux dire, on arrête. On ne fait pas la guerre, on ne parle pas voilà, on arrête. Et à ce moment-là, on invite les armées des autres. Comme disent les Suisses, tout pays a une armée, la sienne ou celle d'un autre. Bénédicte Chéron, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette déclaration ? En fait, cette déclaration, elle est intéressante. Alors, je vais l'analyser comme historienne. On voit qu'elle arrive à un moment où finalement, ce que ces mots déclenchent, c'est un débat politique sur l'opportunité de l'emploi de la force. Ce que projette le général Mandon, c'est l'hypothèse d'un emploi de la force, donc d'un emploi des armées françaises, dans un conflit qu'on appelle aujourd'hui de haute intensité, et donc qui supposerait une mobilisation dans des formes ou civiles ou militaires de la société, y compris en acceptant, il le dit, des sacrifices budgétaires, des contraintes d'ordre économique. Donc de venir en fait heurter notre tranquillité quotidienne. Or en fait en France on sort d'une très longue période pendant laquelle on n'a pas débattu démocratiquement de l'emploi de la force. Il y a eu des emplois des armées dans des opérations extérieures, alors pas dans ce qu'on appelle aujourd'hui des conflits de haute intensité. Enfin, la France, je crois, a perdu 600 soldats depuis les années 70. Il y a eu en fait à partir de 1978, les opérations extérieures ne s'interrompent plus. Ça veut dire qu'en permanence les armées françaises sont employées à l'extérieur, mais dans le même temps il y a eu une forme de dépolitisation de l'emploi de la force. C'est complètement sorti du champ du débat démocratique pour plein de raisons que je ne vais pas exposer parce que je vous ferai un trop long tunnel, mais qui tiennent d'une part au fait que la parole politique a eu du mal pendant de longues décennies à assumer cet emploi de la force, et parce que aussi on considérait que finalement ces emplois ne venaient pas heurter de plein fouet la conscience politique des Français qui étaient relativement protégés et qui vivent, et c'est encore le cas aujourd'hui, ça explique aussi probablement le débat que provoque cette déclaration, qui vivent, et en tout cas qui se sentent vivre sur leur territoire, protégés pour eux-mêmes de ce qu'on appelle une guerre de haute intensité. Donc il y a des formes de dissonance en fait entre ce qui est perçu au niveau haut de la décision politique et militaire, c'est-à-dire que le conflit de haute intensité est possible au nom d'une alliance, et ce que la population dans sa globalité, qui vit dans une histoire, dans une géographie, perçoit de la menace. Mais est-ce que cette déclaration amorce ce débat démocratique dont vous regrettez l'absence, ou bien au contraire... Elle a au moins ce mérite-là. La seule difficulté, c'est qu'elle a ce mérite de provoquer le débat, et je pense que c'est bien qu'on puisse se dire que l'emploi de la force, c'est une question politique, en fait. L'emploi de la force, c'est une question de choix politique. Dans politique de défense, il y a le mot politique. Donc en démocratie, la politique, elle fait débat. C'est le principe même de la démocratie. Ce qu'il faudrait, c'est aussi que ce débat puisse se tenir au moment où on sait que tous les Français s'impliquent dans le débat, c'est-à-dire principalement dans les grandes échéances électorales. Et là, on verra ce qui se passe en 2027, mais on sait que ça reste quelque chose de compliqué pour des tas de raisons qui tiennent à la fois à ce qu'est notre débat politique, au fonctionnement des médias, etc. Le paradoxe, c'est que cette déclaration a été très critiquée, mais elle pourrait s'appuyer sur une perception de la menace qui est assez nette. J'ai regardé les sondages, 60% des Français voient la Russie comme un ennemi, 58% jugent crédible la menace d'un conflit dans les 5 ans, ça c'est un sondage IFOP-LCI. Nicolas Barotte, il y a un paradoxe entre, d'un côté, cette menace est relativement perçue comme crédible, et de l'autre, on ne veut pas entendre parler du coût humain, et aussi on parlera du coût économique, puisque le général Mandon dit qu'il faut faire des choix économiques aussi derrière. On a oublié effectivement ce que c'est que la guerre, parce que la dernière décennie, l'opération Barkhane au Sahel, c'est une cinquantaine de pertes, c'est très loin, c'est peu de choses. Et c'est vrai que depuis la fin de la guerre froide, tous les conflits se passent à distance. Donc pour les Français, comme vous l'avez dit, c'est très éloigné. Il y a une inflexion depuis l'élection de Donald Trump. C'est qu'avant l'élection américaine, effectivement, c'était très éloigné pour les Français, cette menace. L'arrivée de Donald Trump change un peu les choses. Tout le monde se rend compte que les Américains ne seront pas forcément là pour soutenir les Européens. Donc il y a une perception qui change. Après, dans le débat politique, il y a une faiblesse, c'est que le président Macron
n'est plus en mesure de tenir ce discours parce qu'il est affaibli politiquement, délégitimé. Il a essayé plusieurs fois, notamment le 13 juillet, il fait un discours où il prépare les esprits. Ce n'était pas la première fois, mais ça n'imprime pas. Et c'est pour ça qu'il demande au général Mandon de tenir ce discours. Ils sont complètement en phase, là, vous en êtes sûr? Pas sur la formulation, pas sur les mots précis, mais sur l'idée, oui. Déjà en juillet, le général Burkhardt a fait une conférence de presse assez inédite pour avertir de la menace, pour porter ce discours. Le général Mandon, même chose, qui est arrivé en fonction en septembre, il a porté ce discours auprès des parlementaires en disant dans 3-4 ans, il y a un risque de choc. Dire cette échéance, déjà frapper les esprits, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut mobiliser la nation. Et dans la revue stratégique qui est parue en juillet, on se rend compte que le deuxième objectif qui est identifié, c'est la résilience nationale. C'est qu'avant même de parler des armées, on va y revenir sur leur armement, la première préoccupation des militaires, c'est est-ce que le pays est en mesure de tenir ce choc? Parce que la stratégie russe, avant d'être une stratégie conventionnelle, c'est une stratégie qui est hybride, qui est d'affaiblissement en fait, des populations occidentales, des sociétés, pour gagner sans combattre en fait. Cette mobilisation, sans cette mobilisation, il ne peut pas y avoir de consentement à l'effort, à la fois humain, économique. Et c'est ça ce à quoi on essaie de nous préparer, Julien Malizard. Je pense qu'il y a de ça, et d'ailleurs le terme consacré, c'est bien effort de défense. C'est bien l'idée que la nation, par son budget, consent à un effort budgétaire plus ou moins important. Il y a eu des variations, mais qui aujourd'hui est aux alentours de 2% du PIB, et qui nous permet de nous protéger dans un cadre stratégique donné. 2% du PIB, c'est indolore, non? Là, on nous parle de quelque chose qui obligerait à faire des choix aussi économiques. Alors, je pense que dans le discours du général Mandon, il dit des coûts gigantesques. C'est le message qu'il veut faire passer. Et là, en fait, on renvoie vers une mythologie peut-être de ce qu'on a observé durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, avec un effort de défense qui était de l'ordre de 30, 40, voire même 50% du PIB. Un PIB qui s'est lui-même effondré parce qu'on a orienté les priorités économiques vers la défense. Le corollaire de ça, c'est en général de l'inflation. Et de l'inflation, les 5% qu'on a connus au pic inflationniste en 2021-2022, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a pu connaître d'un point de vue historique. Et globalement, le pays qui aujourd'hui correspond à cette situation, c'est l'Ukraine. C'est exactement le cas ukrainien. Et je pense que, en fait, c'est un pays en guerre, pour de bon, là. Une guerre de haute intensité avec Total, en fait, pour son existence. Et donc, alors entre ce qu'on a aujourd'hui et cette guerre totale, il y a évidemment une gradation. On va pas passer du jour au lendemain de ce qu'on a aujourd'hui à cette guerre totale, mais c'est l'idée de se préparer, d'anticiper les conséquences économiques si je reviens à un étiage qui est proche de celui de la guerre froide, et puis qu'est-ce qui se passe si on bascule vers une guerre de haute intensité avec des niveaux d'effort. Justement, je voudrais vous interroger sur la menace. Est-ce qu'elle justifie cet effort de mobilisation? Est-ce que la menace est très proche? Général Yakovlev. Alors elle est multiforme, comme ça a été dit. Elle est pas directe au sens des chars, des avions qui viendraient nous bombarder. Et avant qu'ils atteignent Strasbourg, il y a quand même du chemin à faire. Ils ne sont pas encore à Kiev. Mais la menace, elle est en route aujourd'hui. Les attaques russes, ou soutenues par les Russes, enfin bref. Il y a des drones qui se baladent en ce moment au-dessus des bases militaires françaises. Bon, bref, il y a des plaisantins possibles. Mais nous sommes sous pression idéologique. Il y a, en 2014, dans une discussion avec le chef d'état-major des armées de Lettonie, j'y avais demandé, juste comme ça, il parlait de l'exercice Zapad qui avait eu lieu l'année d'avant avec le groupe Ouest russe, celui qui a brûlé en Ukraine en 2022, qui faisait leurs exercices à la frontière. Et je lui dis, mais quelle est pour toi la probabilité qu'ils franchissent la frontière? Il m'a regardé d'un air étonné, il m'a dit, ah non, la probabilité c'est 0. C'est pas la menace, c'est la pression tous les jours. Et nous l'avons tous les jours. Ça, c'était en 2014. Nous sommes sous pression. Et c'est là où la mobilisation, quelle que soit la forme, et là, pour l'instant, le modèle choisi, c'est ce service militaire. On va en parler dans une minute. Ça, c'est pour moi une excellente réponse, parce que c'est une réponse sociétale. C'est une réponse qui contribue à resserrer le lien armée-nation. Donc on reverra peut-être dans le détail après. Mais on ne répond pas à cette menace-là qu'en achetant des munitions. Et pour vous, cette menace-là justifie un effort de mobilisation? Tant que Poutine nous désignera comme son ennemi, oui. Ok.
La grande difficulté du point de vue de la société, c'est qu'il faut comprendre que en fait, les Français, globalement, dans toutes les enquêtes d'opinion, disent qu'ils perçoivent la Russie comme une menace, et on l'a vu encore la semaine dernière à plus de 60%, vous le rappeliez. Mais en fait, on peut percevoir une menace sans pour autant qu'elle apparaisse prioritaire. Or, la politique, c'est d'abord classer des priorités, les hiérarchiser. Et par ailleurs, les Français ont été habitués à percevoir l'Est, la Russie, l'Empire soviétique comme une menace, sans pour autant que cela ait des conséquences pour eux directement sur leur territoire. Et on a un peu oublié qu'en fait la perception de la guerre, parce qu'on parle beaucoup d'hybridité, donc il y a une forme de déterritorialisation des menaces, mais en fait la perception d'une menace, elle s'ancre malgré tout dans ce qui fait un périmètre de vie ordinaire et quotidien. Et donc ce que disait le général Yakovlev, c'est-à-dire que les chars russes ne sont pas prêts d'être à Strasbourg, qu'on disait déjà du temps de la guerre froide alors qu'ils étaient pourtant beaucoup plus proches, en fait reste une réalité dans la manière dont une population passe de la perception d'une menace à l'acceptation d'un effort que le politique... Et on n'y est pas, selon vous ? Et que le politique décide de faire parce que, selon des choix politiques, cet effort serait nécessaire. Et on voit bien qu'en fait, en démocratie, le seul moment où on considère que les clivages politiques dans le diagnostic des menaces, dans la hiérarchisation des menaces s'effacent, c'est le moment où la menace devient existentielle, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de débat, ou il en reste un petit peu, mais en tout cas, le débat démocratique cède la place à une forme de consensus, ce qu'on a appelé à d'autres époques une forme d'union sacrée. Là, de fait, il n'y a pas de menace existentielle, au sens où la souveraineté potentiellement existentielle, mais peut-être pas imminente ni si proche que ça. L'idée que la souveraineté politique française serait brutalement renversée par l'invasion d'une armée ennemie n'est pas à l'ordre du jour, et le président de la République le dit lui-même. Donc en fait, pour une population, il y a il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une dissonance qui est pas simple à percevoir, d'autant plus quand on parle à des populations ouest européennes, et singulièrement la France, pour qui l'imaginaire de la guerre, et Julien Malizard le disait, est structuré par 2 guerres mondiales, pendant lesquelles la France a été un champ de bataille. Donc on est dans des distances qui ne sont pas seulement des distances géographiques, mais aussi des distances de représentation. Ils sont prêts à envisager un effort ou pas ? Je ne le sais pas parce que je ne peux pas parler au nom des Français. Oui, mais en revanche, vous auriez pu tomber sur des études sociologiques. Ce que je peux essayer de diagnostiquer, c'est qu'il y a peu de populations qui se sont projetées dans un effort de guerre du type de celui qu'exige une guerre de haute intensité, quand cet effort doit être un effort projeté pour autre chose que la défense de son territoire. Alors il y a bien sûr des exemples, il y a un exemple très frappant qui est celui du débarquement de Normandie en 1944 où des populations éloignées géographiquement de la menace se projettent dans cet effort, mais on voit qu'on est dans l'ordre de la situation exceptionnelle, en tout cas suffisamment exceptionnelle pour que ça n'aille pas de soi pour une population. Et alors on peut porter un jugement moral sur cette question-là, on peut se dire que les Français devraient avoir plus conscience d'eux, être davantage mobilisés, mais il se trouve qu'il y a quand même ces héritages, ces sédimentations historiques et mémorielles qui pèsent. Alors on va écouter l'amorce de réponse qu'a donnée le président de la République le 27 novembre, donc en fait 9 jours après le général Mandon, dans des termes différents, mais avec des propositions concrètes. Nos jeunes du service national serviront pendant 10 mois. Ce qui correspond à une année de césure et permet de s'inscrire parfaitement dans le parcours de nos jeunes. Nos jeunes du service national commenceront par une formation initiale d'1 mois, où ils apprendront ensemble les rudiments de la vie militaire. Ils acquerront l'esprit de discipline, se formeront au maniement des armes, à la marche au pas, au chant, à l'ensemble des rituels qui nourrissent la fraternité de nos armées et concourent à la grandeur de la nation. Nos jeunes du service national seront ensuite affectés durant 9 mois au sein d'une unité militaire où ils effectueront les mêmes missions que l'armée d'actifs sur le territoire national. Alors cette réponse-là, est-ce qu'elle est adaptée à la situation ? Nicolas Barotte, marcher au pas, chanter. Oui, c'est pas sûr que ça motive. Vous êtes pour ? Oui, oh là. L'objectif, le général est pour. Effectivement, c'est de marquer les esprits, mobiliser la nation, on en a parlé. Après, oui, mais aussi d'instiller une culture qui a disparu, de fait. Absolument, il y a un changement une rupture d'époque par rapport à la période post-guerre froide et aujourd'hui. Donc il y a ce discours, mais aussi un intérêt concret pour les armées, ce qui est de créer un réservoir de jeunes gens qui seront
susceptibles de s'engager dans les armées, sachant qu'il y aura un enjeu de recrutement lié au recul des classes démographiques. Donc, ce sera de plus en plus dur pour les armées, dans une décennie, de recruter autant qu'ils en ont besoin. Donc ça, ce sera un réservoir. Et après, c'est sûr que les armées françaises ont aussi un problème de masse. Et donc, si on rajoute, alors 3000, c'est absolument rien, mais si on arrive à... L'armée française, c'est 200 000 hommes au total. Mais si on arrive à 10 000 jeunes, ce qui est très ambitieux, ce qui n'est pas certain qu'on puisse le faire, mais ça permettra aux armées d'avoir aussi des effectifs de volontaires qui pourront remplir des petites missions sur le territoire national quand les armées seront amenées à être déployées effectivement sur le flanc est. Mais est-ce que, Julien Malizard, est-ce que la jauge vous paraît pertinente? La première année, c'est combien? 3 000. On espère arriver à 10 000, puis à 35, 50 000, enfin 42 000. 50 000 en 2035. Est-ce que c'est pertinent, selon vous, par rapport aux enjeux de menaces existentielles dont on nous parle? C'est une toute petite partie des forces armées, c'est à peu près 200 à 210 000 hommes. Oui. Aujourd'hui, on a environ 60 000 civils. Donc aujourd'hui, on voit bien que l'étiage dont on parle là est un étiage relativement petit par rapport à ce qui est prévu. Je pense qu'il y a un enjeu ici majeur, c'est de pouvoir se dire, et ça a été dit, c'est un enjeu de reconstitution à la fois de vivier de recrutement pour les forces armées dans un contexte où les cohortes de jeunes vont diminuer, et ça a été dit dans le propos du général Mandon. Ce dont on a besoin pour les forces armées et ceux qui sont, on va dire, en première ligne, si vous me permettez l'expression, c'est plutôt des jeunes en bonne santé, compris entre 18 et 25, 26, 27 ans. Aujourd'hui, il y a des vraies difficultés de recrutement. Les cibles de recrutement ne sont pas atteintes pour un certain nombre de postes, alors que ce soit pour ces personnels-là, ou aussi pour des métiers techniques de spécialistes. On va aussi recruter des informaticiens, En fait, ce n'est pas que des fantassins en première ligne, il y a vraiment des besoins de recrutement dans tous les domaines. Et en fait, l'idée qui est sous-jacente aussi à ça, c'est de pouvoir se dire, en fait, on va donner une première culture militaire à un certain nombre de jeunes, peut-être potentiellement, historiquement, vu leur cursus, vu leur parcours, éloignés des forces armées, et ils vont peut-être le découvrir, soit ils vont... Certains pourront s'engager ensuite. Et ou devenir réserviste, ce qui est aussi un enjeu majeur, parce que dans la loi de programmation militaire en cours, il y a un enjeu d'augmenter le nombre de réservistes significativement. Donc aujourd'hui, il y a des besoins de recrutement qui sont fondamentaux. Mais on n'est clairement pas dans un engagement massif. On n'est pas là pour refaire comme le service militaire durant la guerre froide, où on va appeler la moitié des cohortes de jeunes les hommes, en l'espèce. Cela dit, en 10 ans, ça va s'empiler. Ça sera des couches d'expérience, un réservoir de plus en plus grand. Est-ce que pour les militaires, c'est un fardeau ou est-ce que c'est une aide? Ça sera un fardeau si on dit on fait tout ça sous enveloppe, etc. Il va falloir... Il faut trouver des sous. En gros, le taux d'encadrement, c'est 1/3. C'est vrai dans les écoles. Donc là, la première année, c'est 3 000. On fait ça sous enveloppe. Clairement, il va falloir... il est question de 2,3 milliards dès la première année? Non, c'est 136 millions la première année. Ah, la première année, d'accord. Mais après, on sera dans un flux plus important. Maintenant, on a devant nous l'exemple des Estoniens. Les Estoniens, quand ils sont rentrés dans l'OTAN, les Américains leur ont dit on arrête ces armées d'appelés, ça ne sert à rien. Donc ils ont fermé pas très longtemps. Et très vite, ils se sont dit on a besoin d'un peuple prêt. En plus, c'est un petit peuple. C'est un petit pays. Et donc, ils ont recréé très rapidement le service militaire. Et maintenant, ça leur donne une certaine profondeur à la mesure de leur pays. Mais beaucoup de gens dans la population sont capables de participer. Il y a des fonctions que nous avons abandonnées, les armées. C'est ce qu'on appelait avant la défense opérationnelle du territoire. Ça, c'est nécessaire face à une menace hybride. Ça a été abandonné, ça? Oui, ça a été abandonné parce qu'il n'y avait plus le besoin. Pendant 30 ans, c'était la guerre contre les forces spéciales infiltrées, etc. Donc ça, recréer une défense opérationnelle du territoire qui serait à base de mobiliser, après avoir fait leur service, encadré par quelques gardes actives et ou la gendarmerie, comme c'était le cas. Et puis, il y a toutes les spécialités où le turnover est très utile. Et je prends l'exemple des cybercombattants. Les Israéliens sont très forts en cybercombattants. Pourquoi? Parce que ces gens-là commencent dans leur service militaire. Et après leur service militaire, étant connus du système et tout, hop, ils vont dans les firmes
de cybersécurité, cyberoffensive. Donc il y a un écosystème qui se crée autour de l'armée. Qui s'est créé grâce à l'armée et grâce, paradoxalement, à la rotation rapide des gens. Les Estoniens font ça aussi. Donc, par exemple, dans cette fonction, c'est clairement une des fonctions qui sera visée. Bénédicte Chéron. En fait, on a un peu de recul quand même sur la question du volontariat. On l'oublie tout le temps parce qu'on raisonne, à mon sens, de manière un peu erronée, en se disant qu'il y avait une armée de conscription et une armée professionnelle. En fait, dans l'armée de conscription, il y avait des voies pour le volontariat qui ont été instituées notamment, en particulier en 83-84, sous la forme du volontariat service long. Et cette création en 83-84, elle vient valider le fait qu'en fait, il y a un service militaire de base qui est devenu, je vais être un peu caricatural et vous me pardonnerez, mais il faut faire vite, une espèce de service public de la jeunesse qu'on délègue aux armées. Et puis, il y a le vrai service militaire qui est constitué par les volontaires service long. Et en fait, la vraie distinction, il me semble, dans une armée, c'est celle entre des non-volontaires et des volontaires. Parce que les non-volontaires, c'est une population contrainte qu'il faut séduire pour qu'elle accepte de répondre à l'appel, mettre en place des régimes de sanctions, etc. Et on sait que ça a plein d'effets induits qui sont négatifs, en fait, pour les armées. La population des volontaires, c'est autre chose, parce qu'on a là des gens qui, précisément, ont une envie de cet engagement, ont un goût pour cet engagement, et ce volontariat, il peut être suscité. En revanche, ce qu'on observe, c'est que ce vivier de volontaires, depuis les années 80, il n'est pas extensible à l'infini, et c'est une des difficultés auxquelles ce dispositif risque de se heurter. C'est que, en fait, au meilleur des stimulations pour susciter du volontariat, on atteint dans les années 80 et 90 à peu près 20 à 25 000 volontaires, au mieux des stimulations. En vitesse de croisière, on est plutôt à 13 000, 15 000. Or, 20-25 000, c'est ce que les armées professionnelles recrutent chaque année pour avoir des militaires sous contrat. Alors parfois des contrats courts, 3 ans, 5 ans. Je rappelle qu'il y a une époque où le service militaire durait 3 ans. Donc en fait, un contrat d'engagement de 3 ans, c'est à peu près équivalent à un service militaire d'il y a 50 ans. Mais donc ce vivier, il n'est pas extensible à l'infini. Et en fait, on revient à cette question qui est profondément une question politique, qui est de savoir dans quel type de scénario la nation se projette ou ne se projette pas. Les exemples qu'a pris le général Yakovlev, à la fois Israël et l'Estonie, ce sont des populations qui ressentent une menace existentielle sur leur territoire. Et qui ont les deux un service militaire obligatoire. Dans leur vie quotidienne. Or, là, on voit qu'on risque de se heurter. En fait, tant qu'il s'agit de susciter du volontariat, on peut essayer de le susciter. Mais derrière se pose cette question politique des scénarios d'emploi de ces forces qui sont constituées et de la manière dont la nation se situe dans les rapports de force internationaux, se projette ou ne se projette pas dans les rapports de force internationaux. Je vais poser une question absurde peut-être qui va vous faire bondir, mais rétablir le service militaire obligatoire, ça aurait été une hérésie, inutile, trop coûteux, absurde ? Tout ça. Ah oui, c'est vraiment une mauvaise question. Alors que moi, j'ai commencé comme appelé, j'avais pas le choix, mais on est venu me chercher. Je suis là 76-12 pour voilà. Et c'est après que je me suis dit que c'était bon. Bref, donc j'ai connu cette armée obligatoire. Si on m'avait pas appelé, j'aurais fait canard. Donc voilà. Bon, mais vous seriez passé à côté d'une vie d'aventure. Exactement. Mais dans le livre blanc du président Sarkozy de 2007, on a fait une étude très approfondie parce que Sarkozy avait dit « je veux un service civil obligatoire », justement pour... ce côté creuset de la nation. Ce mythe, je pense que, voilà, qui a une utilité. Donc j'étais secrétariat du groupe de travail, on a fait des tas d'études et tout, et pour finir, ça coûtait en gros le prix d'un porte-avions nucléaire chaque année, et il fallait augmenter les effectifs de l'armée, et le problème c'est un service civil. Donc du coup, quel ministère récupérait ce truc ? Pas l'armée, puisque c'était... Et après, tous les autres ministères ont dit non, donc vous avez gagné un ministère en plus, au moment de la RGPD. Mais sur le plan strictement militaire, et compte tenu de l'évolution de la menace dont on a parlé au début, même aujourd'hui, ça ne fait pas de sens ? Non. Mais parce que dans une société démocratique, la conscription obligatoire, en fait, elle n'est admise, le coût que ça suppose, parce que c'est une restriction de liberté, la conscription obligatoire, faut le comprendre comme ça. Et le coût que suppose cette acceptation, il n'est consenti qu'en cas de menace existentielle. En fait, dans l'histoire française,
contemporaine récente, la conscription, elle est liée à la défense de la frontière, parce que c'est la seule raison qui vient faire taire tous les clivages possibles sur le fait que cette obligation soit extrêmement coûteuse pour ceux qui y consentent, pour leurs familles, aussi parfois pour l'économie du pays. Donc en fait, il y a quelque chose là-dedans qu'il faut comprendre, c'est qu'on a maintenu, nous, le service militaire dans le service national, mais un service militaire quasi généralisé, alors qu'on possédait la dissuasion nucléaire dans les années 60. Donc on l'a maintenu dans un format pré-nucléaire. Alors, mais en fait, Moi, j'ai connu, cette époque comme le général. C'était pas lié à une menace. C'était la règle. Il fallait donner 1 an de sa vie à son pays, d'une certaine manière. De fait, ce service militaire s'est délité, et contrairement à ce qu'on pense dès les années 60 et 70, dans son acceptation, dans son exécution, parce que sa finalité n'a plus été comprise et ne faisait plus consensus dans la société. Les politiques eux-mêmes, dans les années 70, n'ont plus dit aux Français à quoi servirait cette armée de masse si elle devait être employée à l'Est, parce que ça apparaissait indicible de dire qu'on allait employer des centaines de milliers de jeunes Français non volontaires face aux armées soviétiques, alors que le territoire était protégé par la dissuasion nucléaire. Donc il y a un malentendu qui s'est installé. Julien Malizard, vous pouvez peut-être rebondir là-dessus, mais est-ce que la réponse apportée par cette ébauche de services volontaires de 10 mois, etc., vous paraît bien calibrée à ce stade ou... En fait, je pense que le sujet, c'est, on verra à terme si ça permettra de recruter les personnes ressources dont évoquait le général Yakovlev tout à l'heure. C'est-à-dire un creuset initial qui permettra éventuellement de sélectionner un certain nombre de personnes pour, in fine, alimenter les besoins des forces armées tels qu'on les conçoit aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, à mon avis, à regarder, c'est par rapport au service obligatoire, si on le fait aujourd'hui. On n'a pas les infrastructures pour accueillir les personnes. Il va falloir rénover des tas de casernes, plus ou moins abandonnées. Rétrocéder à des territoires qui, historiquement, étaient des villes de garnison et qui, aujourd'hui, ne sont plus rien de ces villes de garnison. En particulier dans la région. Ça va coûter très cher, ça en fait, on parle d'infrastructures qui sont... il faut accueillir une classe d'âge tous les ans. Alors, si on le fait vraiment universel, c'est-à-dire qu'on accueille à la fois les hommes et les femmes, du coup, ça fait... Aujourd'hui, ça a été anticipé par le ministère de la Défense, je pense que là, clairement, c'est inenvisageable. Entre les infrastructures et l'encadrement, parce qu'en fait, ces personnes, il ne faut pas les laisser dans la nature, il faut qu'ils soient encadrés. Globalement, les forces armées, aujourd'hui, elles ne peuvent pas l'accepter, au sens où elles ne peuvent pas l'absorber, je veux dire, plutôt. Et un autre aspect, pour rebondir sur ce que disait Bénédicte tout à l'heure, les travaux qui existent sur le service militaire dans sa précédente version de conscription, en fait, aujourd'hui, les travaux économiques montrent que les personnes qui étaient appelées par rapport à des personnes qui n'étaient pas appelées perdaient 1 an d'expérience sur le marché du travail et donc avaient des rémunérations qui étaient plus faibles. Et ça, en termes d'incitation sur le marché du travail, ça doit être compensé si jamais on veut. Alors là, pour le coup, les Israéliens ont un coup d'avance sur nous parce qu'eux, au contraire, ils mettent en avant, c'est une expertise qui est reconnue dans le monde du travail que d'avoir été dans certains services de l'armée israélienne. C'est un peu l'idée de l'attribution de ECTS. Alors pour ceux qui ne sont pas dans l'enseignement supérieur, les fameux crédits qu'on gagne semestre après semestre quand on est étudiant, l'acquisition de CTS par le fait Et ça va être prévu, ça, dans se porter volontaire, c'est en tout cas ainsi que c'est annoncé, avec une question qui est, en fait, le dispositif, il est utile si effectivement il permet aux armées de repérer des compétences dont elles ont besoin, de les cibler, etc. Et on sait qu'il y a toujours un petit pari en la matière parce que les volontaires qui se présentent ne sont pas forcément toujours ceux dont les armées ont réellement besoin. Donc il y a une question de jeu d'adéquation à mettre en place, mais ça, elles savent faire parce que le recrutement professionnel repose sur le fait d'accepter tous ceux qui viennent et de faire avec pour arriver à sélectionner ceux dont elles ont besoin. Donc il y a vraiment cette question d'utilité, d'adéquation avec les besoins des armées qui me semble être une question clé. Et ensuite, il y a une seconde question qui est de ne pas se faire d'illusions sur le fait qu'un passage sous l'uniforme de tout ou partie, alors en l'occurrence d'une partie de chaque classe d'âge, modifie substantiellement l'état de la société. Parce que ça, c'est effectivement, on en parlait, enfin vous le disiez tout à l'heure, Général, il y a une forme de mythe autour de ça, de l'idée que le service militaire, il a vraiment façonné la société française pendant des décennies. Or, en fait, il l'a façonné
oui, entre 1878, défaite contre la Prusse, il a contribué à la façonner, jusqu'en 1914, entrée en guerre, et encore, c'est-à-dire qu'il y a des réticences. Ah oui, vous êtes dubitative là-dessus. Il y a des contestations. Parce que tous ceux qui ont fait leur armée pensent que ça les a exposés à une mixité sociale qu'ils n'auraient pas connue autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être une expérience positive ou négative à titre individuel. Généralement, ceux qui vantent le service militaire en ont plutôt un souvenir positif, même si d'ailleurs sur le moment tout n'était pas positif, mais la mémoire a aussi cette capacité à enjoliver, ce qui est plutôt positif en règle générale pour le fonctionnement social. Mais donc c'est une expérience individuelle positive ou négative, mais quand on confronte l'histoire du service militaire, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, avec l'histoire des grandes évolutions sociales et politiques, ce qu'on constate, c'est que le service militaire, il ne vient rien freiner ni infléchir dans ces grandes évolutions socio-politiques d'une démocratie libérale. L'individualisation des modes de vie, dont on regrette aujourd'hui certains effets, n'est pas freiné ni infléchi par le service militaire. Ça alimente mai 68, il y a des mouvements antimilitaristes, il y a des clivages et des fractures idéologiques. Tout ça fait partie du malentendu dont vous parlez dans votre livre. C'est un malentendu parce qu'on a une mythologie de la Troisième République dans sa période 1870-1914 qui est très puissante, en particulier parce qu'on traverse aussi ce qu'on diagnostique à tort ou à raison comme une crise de cohésion, donc on a besoin d'un récit des origines un peu solide, et que ce récit des origines, c'est cette période-là qui nous mène à la victoire en 1918. Mais il ne faut pas se leurrer sur le fait que ça viendrait modifier substantiellement l'état de la société, parce que ça n'a pas été le cas des années 60 aux années 90. Pour en finir avec cet aspect mobilisation, mais le SNU n'a pas marché, ça va marcher ça, Nicolas Barotte? Le SNU, ça n'a pas marché parce que c'était à cheval entre l'éducation nationale, les armées, ça coûtait très cher. C'était mal identifié. C'était mal défini, mal financé, et le Covid en plus a tué l'expérience dans l'œuf. Et le besoin, aujourd'hui, n'est plus un service civil un peu hybride, mais un besoin plus. Mais l'annonce de ce nouveau service, est-ce qu'elle a été vraiment pensée très en amont? Est-ce qu'elle a été un peu improvisée? Non, c'est pensé en amont. Le président en parle dès janvier dernier dans ses vœux aux armées, en disant qu'il a demandé à l'état-major de lui préparer des propositions, déjà pour tourner la page du SNU qui ne fonctionne pas, mais aussi pour, comme on l'a dit tout à l'heure, mobiliser les esprits, préparer les armées et leur donner... Donc vous diriez que ça a des bonnes chances de marcher? Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur l'objectif. L'objectif, c'est effectivement très symbolique. Mais le besoin des armées, c'est un besoin d'appui sur du cyber, par exemple, sur de la logistique. Mais ce n'est pas un besoin d'avoir 100 000 jeunes de réserve. Parce que l'enjeu militaire, c'est un enjeu qui concerne l'OTAN, dont c'est la France dans une coalition. Donc, ce n'est pas en ajoutant des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qu'on va changer quoi que ce soit. Il faut être efficace sur le territoire national, il faut être efficace dans l'Alliance pour se projeter effectivement sur le flanc Est si jamais il y a besoin. Donc, le volume, en fait, il est plus symbolique qu'autre chose. On n'arrivera jamais aux 50 000, 10 000, ce sera très très bien peut-être, mais ce n'est pas ça qui changera une confrontation avec la Russie. Je dirais juste une chose, dans le discours du président, on n'a pas noté un certain point, mais il dit à un moment donné que ça peut devenir obligatoire. Il dit qu'en cas de crise extrêmement grave, majeure, ce service pourra devenir, sous réserve de vote du Parlement, obligatoire. Donc il ouvre la porte. Donc c'est aussi une façon de préparer l'armée elle-même à passer à un régime... C'est du très long terme. On est très très loin de la situation où il faudrait que toute la nation vraiment s'engage dans une confrontation. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant qu'on soit là. Alors venons-en à un autre aspect important qui est le réarmement. Défi à la fois financier, là on est en train de voter nos parlementaires sont en train de voter... ou de ne pas voter des budgets de la sécurité sociale et le budget de l'État. Défis financiers, défis industriels, Julien Malizard, le réarmement, c'est déjà enclenché ou on en est vraiment qu'au balbutiement? En France, c'est enclenché. En Europe, c'est enclenché globalement depuis 2014. Le point d'inflexion est clairement depuis 2014. Qui est la première... l'annexion de la Crimée par la Russie et l'invasion par des proxys d'une partie du Donbass. Et à partir de ce moment-là, les pays, en particulier ceux d'Europe centrale et orientale, augmentent très fortement leur budget. Les États baltes, la Pologne, dans une moindre mesure, la Roumanie et la République tchèque. Et en fait, à partir de 2022, il y a une espèce de réveil, quelque part, qu'on voit beaucoup plus en Europe de l'Ouest. En Europe centrale et orientale, ça continue, ça s'accentue. Et donc, en fait, le réarmement qu'on observe en France, mais partout en Europe, il est vraiment
en accélération, en quelque sorte, depuis 2022. C'est trop court pour en voir les effets ou on commence déjà Aujourd'hui, on voit certains effets. On voit qu'en moyenne, les pays européens, ils dépensent 2% du PIB dans la défense, là où c'était moins de 1,5 en 2014. Donc en fait, on a clairement un point d'inflexion, ça augmente, ça va se traduire, mais c'est encore compliqué à le voir précisément, quantitativement, par plus d'hommes, plus d'équipements, plus d'entraînement. Et ça, de fait, ça prend du temps parce qu'aujourd'hui, quand vous dépensez, en fait, il faut pouvoir acquérir les matériels. Il y a des délais de construction qui sont parfois un petit peu longs. Même si, là aussi, vous parliez de réarmement industriel, aujourd'hui, on voit que les cadences de production ont fortement augmenté. On peut penser au domaine de l'artillerie, dans les munitions, dans les missiles. Les cadences ont été augmentées. Les délais de livraison entre la prise de commande et la livraison ont été réduits, mais aujourd'hui, on a préparé en 2022, on était en situation post-guerre froide où on était habitué à un régime de croisière, de production qu'on pourrait dire juste à temps, c'est-à-dire j'ai la commande, j'enclenche la production et je livre dans 2, 3, 4, 5 ans en fonction des besoins des clients. Là, on s'est un peu secoué. Il n'y avait pas d'urgence pendant cette trentaine d'années. Aujourd'hui, on révise totalement les enjeux en termes d'acquisition et le critère de délai devient prépondérant. Et donc aujourd'hui, il y a une adaptation de l'outil industriel qu'on voit partout en Europe, qu'on voit aux États-Unis aussi. Alors, je ne parle même pas de la Russie et de l'Ukraine, parce que là, du coup, on est sur des taux d'attrition qui sont gigantesques. Là, on peut parler d'économie de guerre à proprement. En Ukraine, oui, on peut parler d'économie de guerre. Et en Russie. En Russie, c'est un petit peu différent parce que la part consacrée à la défense est inférieure à 10% d'après les statistiques les plus fiables, ce qui est quand même... c'est élevé, mais c'est globalement ce qu'on pouvait observer au Proche et au Moyen-Orient dans des situations hors conflit. Donc, on n'est pas totalement là-dedans. Par contre, il y a bien une priorisation en Russie des moyens de production industriels dans la défense. Général Yakovlev, est-ce que notre outil industriel est adapté aux nouvelles façons de faire la guerre, telle qu'on la voit se dérouler en Ukraine notamment? Je pense aux drones, bien sûr, à tout un tas de nouvelles façons de combattre. Alors, notre outil français est très adapté, c'est le plus avancé de loin de toute l'Europe occidentale, sauf pour une chose que nous partageons avec toute l'Europe occidentale. Vous parliez des drones, nous avons tous raté le virage de la dronisation, tant dronisation aérienne que dronisation navale. Ça se rattrape, ça, non? Il se rattrape grâce aux Ukrainiens. Oui. En réalité, je veux dire, la vérité des prix, c'est que les Ukrainiens nous rendent beaucoup de services, et en particulier, ils sont l'école de la guerre aujourd'hui. Et donc, plus nous serons au contact et plus nous leur achèterons des drones. C'est aussi ballot que ça. Surtout que on est toujours sur nos cycles de commandes, de certification, etc. Et donc, le temps qu'on certifie un drone, il y a 8 générations qui sont passées en Ukraine. Donc, on a un modèle à changer. Ça, c'est pour la dronisation. D'autant que, pardon, mais la dronisation, on est peut-être qu'au balbutiement de cette robotisation. On voit maintenant des drones navals, des drones terrestres, des drones aériens, bien sûr. Demain, il y aura des armes nouvelles pour neutraliser les drones. Donc, est-ce qu'on va garder ce coup de retard C'est tout le problème, c'est qu'autant les munitions, on peut les produire aujourd'hui, les stocker et les utiliser dans 5 ans ou 10 ans, autant le drone qu'on produit aujourd'hui, il sera obsolète dans quelques semaines. Donc les produire massivement aujourd'hui n'a pas de sens. En fait, il faut être capable d'avoir des entreprises qui, le jour venu... qui sont en train d'innover en permanence et qui vont faire le dernier modèle. Économiquement, c'est compliqué de dire à une entreprise, soyez prêts, peut-être que dans 5 ans, je vous commanderai beaucoup de drones. Économiquement, ça ne fonctionne pas. Donc il faut inventer un autre modèle pour que les entreprises soient capables d'augmenter leur cadence, quasiment du jour au lendemain, en tout cas en cas de crise aggravée, assez rapidement. Mais ça, on n'a pas encore trouvé le... Julien Malizard, vous notez dans une étude que j'ai lue que l'industrie de défense est presque en France à 100% de ses capacités, mais qu'elle a tout de même des problèmes de financement. Il y a toujours un décalage entre les intentions politiques et puis les commandes fermes. Et quand on est industriel, on a besoin de commandes fermes, n'est-ce pas? Alors, c'est d'autant plus vrai dans l'industrie de défense que l'industrie de défense, son seul client, c'est l'État.
Oui. Vous ne pouvez pas... On appelle un monopsone. C'est un monopsone, exactement. C'est le contraire du monopole. Il n'y a qu'un seul acheteur pour potentiellement plusieurs vendeurs. Et là, de fait, le rôle de l'État, il est central. Il est central pour structurer la demande, pour dire aux industriels, voilà de quoi j'ai besoin. Et en particulier, comme il n'y a que l'État qui achète, il doit en quelque sorte dérisquer, en quelque sorte, les situations du processus d'acquisition. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation en France où le taux d'utilisation des capacités de production est aux alentours de 100%. Donc il n'y a pas de réserve de capacité de production inexploitée à aller chercher pour augmenter, pour réduire les délais de production que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut investir en fait. Si on veut produire plus, il faut investir. Au début de la guerre, la crainte c'était que la guerre ne durerait pas très longtemps et que le choc de demande qu'on observe, il serait temporaire. C'est-à-dire qu'on aurait une augmentation ponctuelle, on aurait un peu soutenu les Ukrainiens, les Occidentaux auraient un peu augmenté leur budget de défense, mais finalement on serait resté sur un régime qui était proche de celui qu'on a connu des 30 dernières années. Aujourd'hui, on voit bien que l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est un choc de demande qui est permanent. Le sommet de l'OTAN s'est terminé il y a quelques mois en disant les pays de l'Alliance devront dépenser au moins 3,5% du PIB dans la défense, plus 1,5% de restant, on va dire, de défense civile, de cyber, etc. Donc ce qui veut dire que par rapport aux 2% que j'évoquais tout à l'heure, il y a 1,5% de PIB à aller chercher en moyenne pour tous les pays européens. Donc en gros, il y a plus de demandes qui va être adressée aux industries de défense. Donc il faut que l'industrie de défense, elle investisse. Sauf qu'aujourd'hui, les industries de défense, elles sont plutôt en Europe de l'Ouest et la demande, elle est plutôt historiquement marquée en Europe centrale et orientale. Et donc il y a un enjeu géographique. Les commandes, et c'est très vrai en France, la loi de programmation militaire telle qu'elle est prévue aujourd'hui, dans son format actuel, dont on parle d'une actualisation prochaine qui serait mise en discussion, elle ne prévoit pas d'augmentation des quantités de matériel dans les forces armées. Donc les industriels, ils n'auront pas plus de commandes que ce qui était prévu. Donc de fait, pour l'industrie de défense, en fait, il n'y a pas de levier traditionnel en disant j'aurai pas plus de commandes donc je vais investir parce que du coup je sais que je vais avoir mon carnet de commandes qui va être rempli. Donc la montée en puissance dont tout le monde parle ne va pas se produire ? En fait elle est plus lente, les relais de croissance ils sont pas forcément sur les marchés domestiques, ils peuvent être à l'export, on le voit encore, il y a eu hier la visite du Premier ministre croate et donc il y a eu des annonces autour d'un certain nombre de commandes qui ont été passées et donc les compléments par rapport au marché français ce seront plutôt à l'exportation. Mais de fait, il y a un enjeu aujourd'hui, c'est que le marché domestique français, dont il est relativement contraint parce qu'il est à un peu plus de 2% du PIB, il faut aller chercher ces 3,5% que j'évoquais tout à l'heure. À quelle vitesse on peut y arriver dans un contexte où la situation budgétaire, vous l'évoquez, est compliquée. Et donc aujourd'hui, on voit que le marché domestique français, il est quand même relativement contraint, même si j'ai l'habitude de parler de réarmement contrarié, en fait, contrarié par globalement le niveau d'endettement public. Alors que dans le même temps, je pense à l'Allemagne, aujourd'hui, les freins à la dette ont été levés, les budgets vont très fortement augmenter. Depuis 2021, l'Allemagne est le pays d'Europe de l'Ouest dans l'Union européenne qui dépense le plus. Et globalement, les relais de croissance, en fait, ils vont être, vu les dynamiques de budget, ils vont être hors du marché français. D'accord. Puisqu'on parle d'argent, je voudrais avoir votre avis sur une question qui est débattue en ce moment, c'est est-ce qu'il faut saisir les avoirs russes pour aider l'Ukraine et votre avis, Général Yakovlev? Je ne suis pas juriste, je ne suis pas économiste, je ne suis pas diplomate. Nicolas Barotte. C'est effectivement un débat qui montre bien la fragilité des positions européennes. C'est qu'il y a des pays qui sont favorables et quelques pays, notamment la Belgique, qui est la première concernée. La Belgique, oui, parce que ça peut lui retomber dessus. Pour des questions juridiques, effectivement, avec un risque. Si on touche à ces avoirs alors qu'on n'y a pas le droit juridiquement, ça fait peser un doute sur l'ensemble du système financier international. Et donc les implications et les conséquences de cet acte-là sont assez... Mais si, la question c'est est-ce qu'on est déjà passé dans un autre monde ? Et grosso modo, peu importe, on est sur le rapport de force avec les Chinois, les autres, et on s'assoit sur des règles qu'on a édictées, ou est-ce qu'on croit encore qu'on pourra maintenir cet ordre et y revenir quand la paix est trouvée avec la Russie ? Mais ça, les responsables européens n'ont pas la réponse, ils sont assez divisés. Par ailleurs, il y a un enjeu financier qui est la reconstruction de l'Ukraine qui va coûter très
très très cher. Et donc ces avoirs sont un moyen de financer cette reconstruction et de tenir dans la durée. Parce qu'il faut aussi, comme on dit, réarmer, soutenir l'Ukraine dans la durée. Et comme les démocraties européennes n'ont pas de réserve, parce que soit elles se réarment, soit elles sont très endettées comme la France, il faut trouver de l'argent ailleurs. Et prélever les intérêts de ces avoirs, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aller un cran plus loin. Général Yakovlev. Oui, alors malgré mes arguments juridiques, il y aurait une raison de les prendre tout de suite, c'est que Trump a un œil dessus. Donc avant que Trump fasse un hold-up sur cet argent, autant que nous le fassions nous, comme ça c'est parti et on donne aux Ukrainiens. Oui, parce que dans le plan de paix américain, c'est prévu que les Américains et les Russes se partageraient les avoirs en question pour en partie financer la reconstruction de l'Ukraine, avec des entreprises américaines. Mais en fait, c'est là qu'on voit dans tout le débat qu'on est en train d'avoir que se pose quand même en permanence la question de la connexion entre ce que sont les sociétés, leurs représentations politiques, qui sont des représentations politiques élues démocratiquement. Donc en fait, la parole n'est pas performative. C'est souvent ce qu'on oublie un peu dans ces débats depuis quelques années. Alors peut-être en France plus qu'ailleurs, parce qu'on aime bien les discours, mais c'est le cas aussi au niveau de l'Union européenne et à l'échelle de l'Europe. La parole n'est pas performative et la décision se heurte aussi à des logiques qui sont des logiques profondes, des logiques de temps long, des tendances de temps long qui marquent les sociétés. Et par ailleurs, dans des sociétés, et c'est particulièrement le cas en France, mais ce n'est pas seulement le cas en France, où se manifeste une forte défiance envers les autorités politiques et parfois même envers le modèle de la démocratie libérale que nous voulons promouvoir comme étant le modèle alternatif précisément dans ces rapports de force internationaux. Donc tout ce que supposent ces réaménagements des modèles de défense, ces discussions à l'échelle de l'Europe, se heurtent à ces tendances-là. Alors je ne veux pas avoir l'air d'être la pessimiste du plateau, mais il y a malgré tout des divergences politiques et sociales à l'échelle de l'Europe également, qui sont des divergences fortes, parce que les pays d'Europe de l'Ouest viennent aussi d'une histoire pendant laquelle ils ont été habitués à vivre dans l'indifférence au fait que les pays d'Europe de l'Est ne partageaient pas le même destin que celui qui était le leur pendant la guerre froide. Donc on a ces divergences fortes qui jouent aussi à l'échelle de l'Europe. Alors il y a peut-être un électrochoc qui vient de se produire, c'est cette nouvelle stratégie américaine de sécurité nationale où l'Europe est désignée de manière totalement négative. Et il ne suffit pas d'être désigné comme un ennemi, ou comme en tout cas mais est-ce que ça peut provoquer un électrochoc ? Pour se sentir, en fait, le fait de se dire que désigner des menaces ou des ennemis, ou se sentir désigné comme étant un compétiteur ou partie négligeable dans les relations internationales, ça ne vient pas soigner les maladies propres des sociétés qui sont concernées, ou en tout cas leur dysfonctionnement ou les dysfonctionnements politiques. Mais ça peut aider à la mobilisation des esprits dont on parlait au début. C'est une grande question. On est livré à nous-mêmes, là, non ? On a hélas quelques expériences qui montrent que les questions politiques intérieures, domestiques, comme disent les économistes et comme dit Julien Malisa, ne sont pas des questions qui se résolvent de manière si simple que cela par l'extérieur. Et donc l'idée en fait que le paysage extérieur va venir résoudre des questions sociales et politiques intérieures est souvent une idée qui en histoire se heurte à un certain nombre d'obstacles. Général Yakovlev, c'est fini l'alliance avec les États-Unis ? C'est ce que je suis en train de me dire. Je pense qu'on est dans la situation du ménage où l'un des mariés se dit, là, il faut que je voie un avocat, là. Parce que ça, on va quand même pas... Il y en a encore pour 3 ans, ou peut-être plus. De Trump, oui. Et donc... et puis il y a toujours l'idée de qui prononce le divorce en premier, vous voyez, choisir son tribunal. Les Américains comprennent ça très très bien. Et donc j'aurais tendance à dire si... Vous avez servi à l'OTAN, vous êtes surpris ? C'est un monde... Surpris, non. Écœuré, oui. Je suis un croyant dans l'Alliance, dans les valeurs de l'Alliance, mais dans ce contexte-là, je le dis ouvertement, à partir d'il y a quelques jours, là, maintenant, je prône pas forcément tout de suite le divorce, mais au moins on pense aux enfants. Donc on fait une consultation d'avocat et on regarde comment on fait. Et le cas échéant, on est les premiers. C'est qui l'avocat en la matière, pardon, mais votre image... C'est entre nous. Oui, alors on fait un sommet... Mais on se tourne vers qui ? Ah, là, c'est entre nous. La solution, elle est européenne. Entre nous, européenne. Membres non... aussi. Membres européens de l'OTAN. Alors, moins les Hongrois et moins les Slovaques. Oui. Faudrait... si j'avais des recommandations à faire, ça serait de faire un sommet un sommet des victimes du mépris de Trump. Donc on dit aux Turcs, c'est pas la peine de venir, à Orban, reste à Moscou. Vous voyez ce que je veux dire, c'est nous, et on
on fait notre Oui, conversation ça pourrait être d'avocat. un geste Et, politique. Nicolas Barotte, qu'est-ce que vous en dites? Ben, déjà que le retrait américain de l'OTAN, il est plus compliqué à faire techniquement qu'on ne le croit. C'est quand même des troupes qui sont stationnées, qui vivent en Europe, et donc les faire rentrer, c'est très Et il faut coûteux. dire aussi qu'il y a une stratégie nationale de défense qui fait l'objet d'une loi annuelle et qui a quand même fixé le seuil de 76 000 militaires Donc, américains en Europe qu'on ne peut pas avec Trump, il faut se méfier entre les dépasser. discours et les actes. Il y a toujours une distinction et il faut rester assez factuel. Mais quand même, ce discours de Trump, cette stratégie, elle introduit effectivement un doute. Et le doute, c'est sur la crédibilité politique de l'Alliance qui sont bien le plus précieux. C'est que si on commence à se dire, et surtout à Moscou, que les Américains ne seront pas là pour défendre l'Europe, eh ben, on ouvre des possibilités, on élargit le champ des actions possibles. Alors cette évolution, elle n'est pas nouvelle en fait. C'est qu'on sait depuis très longtemps que les Américains, ils ont une priorité, c'est l'Asie, parce que l'enjeu principal pour eux, c'est la Chine. Et ils considèrent, Obama le disait déjà à l'époque, les Européens, vous devez dépenser plus. On parlait de 2014, les Européens, pendant 10 ans, n'ont pas fait l'effort de se réarmer, alors que tous les présidents américains leur ont dit, surtout aux Allemands, vous devriez dépenser plus pour votre défense. Donc on paye aussi le prix de cette inaction. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Européens sont confrontés à une urgence, c'est donner une crédibilité à leur défense, alors qu'il leur manque beaucoup de moyens, que ce soit de la logistique, du cyber, des moyens de commandement qui étaient confiés à l'OTAN, et aussi une masse de population qui serait prête à se défendre. Merci, ce sera le mot de la fin. On est déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre expertise sur ces sujets compliqués. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.